Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, le podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour inspirer et motiver. Reste branché. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 23 plus 1 podcast, votre podcast spécialisé en marketing, communication et vente. Que des entrevues percutantes pour vous inspirer et motiver. Je suis votre co-présentateur Max, accompagné de mon cher ami Jeff. Bonjour tout le monde. Salut Max, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi-même Jeff? En pleine forme, comme d'habitude, en pleine forme. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui nous sommes en direct avec une experte des communications qui est chargée de projet chez Radio-Canada, termine une thèse également en communication et qui est aussi présidente et fondatrice d'Emimi. Beaucoup de sujets passionnants dont nous allons aborder aujourd'hui et qui aussi est passionnée des sujets de la construction et de la reconstruction identitaire dans un contexte de communication. Donc, comme je vous dis, beaucoup de sujets. Sans plus attendre, recevons Judith Darville. Judith, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, Max. Bonjour, ça va bien. Je ne pouvais pas avoir une meilleure présentation que celle-là. Super. Elle est à la hauteur à la hauteur de ton parcours. Écoute, c'est très bien résumé. Je pense que j'ai rien à dire. Ah là là, excellent. En tout cas, merci Judith pour ton temps aujourd'hui. Alors, je viens de mentionner tous ces titres qui sont excellents. Félicitations pour ton beau parcours. Ça, c'est le côté professionnel. Si on en vient justement à la personne qui est Judith et qu'on essaie de savoir qui est Judith aujourd'hui d'un point de vue personnel, c'est qui Judith? En fait, je pense que je suis une personne tout simplement simple et passionnée. C'est la meilleure description que je peux avoir de moi. Je m'intéresse à tout. Je m'intéresse à l'autre. Je m'intéresse aux gens. Et je suis une maman de 2 filles extraordinaires et que je vois évoluer grâce à la COVID. Un confinement oblige, parce que vous savez, les enfants passent 80% de leur temps à l'extérieur de la maison. Ils sont à l'école, ils sont avec les copains et tout ça. Mais là, je les ai pratiquement, j'ai la chance de les voir. Donc, quelque part, je suis très fière vraiment d'être une maman et de les voir grandir devant moi, évoluer devant moi. Sur le plan personnel, j'ai des passions évidemment. J'adore cuisiner, j'adore la culture, j'adore rencontrer des gens ayant d'autres bagages, d'autres cultures. Je m'intéresse à la culture chinoise, la culture italienne, la culture haïtienne. Et voilà, je suis née à Montréal. Je suis une enfant, j'ai vécu mon enfance dans les années 80. Alors, j'ai vu Montréal se transformer, se changer. Je me considère montréalaise, haïtiano-montréalaise. Bien dit. Ça, c'est Judith, d'un plan de vue personnel. Tu as mentionné tout à l'heure tes 2 filles que tu voyais grandir avec enchantement. Si on remonte à Judith, quand elle était jeune, quand elle était enfant, justement, à quoi est-ce que tu rêvais de devenir? Écoute, ça c'était contre le gré de mes parents. En fait, je rêvais de faire de la scène, je rêvais d'être ballerine, je rêvais d'être une danseuse professionnelle. Je jouais du piano depuis très longtemps, depuis l'âge de 4 ans. Je rêvais d'avoir une espèce de show, un spectacle dans lequel je pouvais chanter, danser et jouer du piano en même temps. Ça, c'était mon rêve lorsque j'étais enfant. Et est-ce que, C'est ça. Donc, je faisais des spectacles un peu partout, dans ma chambre, dans la ruelle, dans la cour. est-ce que tu as eu l'opportunité de faire, tu as mentionné le piano, mais est-ce que tu as l'opportunité de faire un peu de danse et d'innover un peu dans ce milieu-là? Oui, j'ai dansé Artistique? pendant 20 ans. J'ai fait toute ma jeunesse, mon enfance, du ballet classique, du ballet jazz. Après ça, je me suis orientée vers le tango, la salsa.
beaucoup. J'avais tout le temps des chaussures de danse dans mon sac. Donc, j'allais à l'école, j'allais travailler et vers 4, 5 heures, 6 heures, j'allais danser. Et oui, j'ai eu un partenaire de danse pendant plusieurs années, et on dansait du tango et de la salsa. En fait, c'est que je me suis rendu compte que, surtout dans ma début vingtaine, que pour faire ce métier, il fallait que je quitte Montréal. Il fallait aller à New York, à Los Angeles, il fallait oser aller ailleurs, à Londres. C'est très difficile aussi de vivre de la danse à Montréal, au Québec. C'est ça. Donc après, c'est ce qui a fait aussi que vers l'âge de 19 ans, en fait, c'est drôle parce que on se disait comme artiste, j'ai l'âme artiste. Et je me disais sauf que les artistes se font très vite avoir. Et j'ai continué mes études au HEC. Je me suis dit, il faut que j'ai des bases en administration, il faut que j'ai des bases en compta, en administration pour pouvoir prendre en charge mes projets, ce que j'ai à faire. Alors, c'est pour ça que j'ai eu le goût de continuer puis d'étudier. Puis c'est ça, puis je suis tombée en amour avec... en fait, mon parcours aussi fait en sorte que ça c'était ma passion quand j'étais enfant et tout ça, mais en même temps, j'avais un côté où j'avais le goût de comprendre le milieu dans lequel je vivais, d'où mes études en sociologie à l'université. Puis j'ai rencontré quelqu'un de fantastique qui m'a dit, mais avec la sociologie, tu peux devenir recherchiste, tu peux travailler en télé, tu peux faire, faire de la recherche. Tout ce qu'on te demande, c'est de t'intéresser aux phénomènes de société. Donc, ça peut être des problèmes de société, ça peut être le cas des femmes battues, ça peut être des enfants qui réussissent, ça peut être puis des projets de recherche comme ça en télé. C'est ça qu'on donne, c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut. Puis, donc, j'ai été stagiaire d'un documentariste qui était quand même très connu à cette époque-là, qui s'appelait Magnus Isaacson, qui est décédé aujourd'hui. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années. Enfin, lui, il faisait des documentaires longs. La syndicalisation du McDo, par exemple. Donc, c'est 3 ans de recherche, 3 ans de travail. Et j'ai été stagiaire. Et j'ai travaillé avec lui. Ça m'a donné la piqûre du documentaire, ça m'a donné la piqûre de la télé, du film. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière, je te dirais, en télé, dans les médias. Ben, je trouve ça intéressant, l'évolution que tu as commencé à mentionner. Puis puis je me permets de dire, la danse, l'art, c'est une forme de communication également. Donc, c'est un passage logique de maintenant comprendre un peu plus le côté, l'arrière-scène. Toi, maintenant, qui innove dans le milieu qui gravite dans le milieu de la communication, dans le milieu du média depuis plusieurs années, comment tu as mentionné brièvement comment ça a commencé, on sait comment c'est difficile de rester dans le milieu du média. Comment avoir perduré aussi longtemps dans le milieu du média? Écoute, c'est une excellente question parce que j'y réfléchis encore. C'est une excellente question. Parce que j'ai commencé à une époque où, écoute, je suis rentrée dans un programme d'accès à l'égalité et diversité. Ça fait longtemps, là. J'étais stagiaire, donc ça fait 20 ans. OK? On a toujours ouvert la porte à la diversité, mais le défi, c'est de rester. Parce que pour la compétition, elle est féroce. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, en fait, je m'en rappelle très bien, j'avais 19 ans, j'étais assise dans le sous-sol de mes parents à Saint-Michel, j'ai grandi, je suis née à Saint-Michel, et je me vois encore avec des papiers en train de me dire, oui, mais j'aimerais ça être recherchiste, mais c'est quoi? On commence comment? On fait quoi? C'est quoi une émission? Puis, évidemment, grâce à Magnus, qui était déjà dans le milieu, il m'a dit, regarde le générique des émissions, regarde qui travaille sur chacune des émissions. Générique. T'as chef recherchiste, t'as producteur, t'as les maisons de production. Alors, j'ai commencé à lister les types d'émissions qui m'intéressaient. Je me suis dit, tiens, les affaires publiques, j'aime ça. Il y avait des émissions qui s'appelaient Madame Lamarche. En fait, c'est des émissions qui traitaient d'affaires culturelles, d'affaires publiques. Puis, c'était Claire Lamarche, je me rappelle. Et Claire Lamarche,
elle faisait venir sur le plateau toutes sortes de personnes. Elle voulait entendre monsieur, madame, tout le monde parler de leurs problèmes. Et ça pouvait être, oh, j'ai été adoptée, j'aimerais retrouver mes parents. Ou c'était toutes sortes de sujets comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les émissions qui m'intéressaient et j'ai pris en note les maisons de production. Je les ai tous contactés. Wow. Je les ai tous contactés. Je pense que j'en avais une vingtaine. J'ai contacté les maisons de production. J'avais mon CV en poche et j'ai fait du porte-à-porte. Mais j'ai fait du porte-à-porte pour mon compte. Puis, je me rappelle, je suis arrivée sur la rue Saint-Denis, coin Cherrier. Je monte les escaliers, je vois Sinovision. Je pense que j'étais rendue j'étais pratiquement au bord du découragement. Je J'ai dit, comprends. écoutez, je veux travailler dans les médias, je sais pas, et puis c'était tout croche, c'était vraiment, j'avais pas vraiment une présentation ferme et claire. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, qui était plus petite que moi, petite fille menue, elle s'appelait Brigitte Lagu, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on est devenus amis. Puis, elle me dit, bon, OK, attends, je travaille dans les médias, elle dit, ben, OK, qu'est-ce que tu fais ce soir? On a Opération France Soleil. Je sais pas si vous connaissez Oui, Opération France Soleil. absolument. Puis, c'était tout près de chez moi en plus. C'est là où il y a le Cirque du Soleil. Oui. Puis là, ben, on aimerait avoir une assistante. Puis tu vas pouvoir rencontrer des artistes. Puis tu vas être mon assistante. Est-ce que tu es disponible ce soir? Mon père, chauffeur de taxi, qui dit jamais non. Il m'a dit, je veux quand même et je vais te chercher. Fidèle papa. Vraiment, c'est comme ça que ça a commencé. Wow. J'ai rencontré des gens du milieu et en ayant mis dans mon CV que j'ai été stagiaire avec Magnus Isaacson et que j'ai travaillé Opération France Soleil, ben, c'est comme ça que j'ai été engagée. Ça t'a ouvert les portes. C'est comme ça que j'ai pu faire un stage à Radio-Canada et que j'ai passé toutes les entrevues, fait les tests. C'est compliqué parce que c'est des tests de connaissances. Oui, oui. Puis, celle qui m'a engagée, qui était Suzanne, on est devenus amies aussi. Alors, le défi, c'était de rester. Tu travailles 400 fois plus. Oui. Hein? C'est pas égal, hein? C'est pas égal. On part pas tous égaux, hein? Faut le dire, il y en a qui sont des enfants d'eux, il y en a qui sont été sur des plateaux de tournage toute leur vie. Il y en a qui viennent de familles politiques et qui connaissent la politique sur les doigts de leur main. Mais moi, je partais de rien. Moi, je partais d'un père chauffeur de taxi, d'une mère infirmière auxiliaire, CLSC, Saint-Michel, 8e année Saint-Michel. Personne dans le milieu. Donc, je partais de loin. Et en même temps, comme j'avais fait des études, mais ce qu'on a l'impression, c'est qu'on nous demande, on nous demande le monde, on nous demande de tout savoir, d'avoir un CV béton, d'avoir fait des études. Personnellement, la barre est très haute. Finalement, tu rentres dans le milieu, tu dis, ben, mon collègue, il n'a pas tout ça. Il n'a pas tous tes acquis. Il n'a pas tout ça. Et tu te rends compte que tu dois toujours te donner à 400%. Puis ça, c'est la réalité. Il ne faut pas aller en bas. Très bien. Et justement, tu es en train de pointer du doigt, tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui les personnes. Ces problèmes-là marquent en fait toutes les injustices qui sont constatées depuis des années, qui sont dénoncées, mais dont personne n'en parle. Il y a aussi un point important à côté de ces injustices-là que tu as soulevé, la question du mentorat. Parce que tu disais tout à l'heure également que, autant pour moi, tu n'avais pas de modèle devant toi. Donc on en revient, si on analyse le tout, quasiment à comme un serpent qui se mord la queue, en fait, au final. Est-ce que c'est un peu ce que tu es en train de nous partager ou Je crois que ma façon de voir la vie, c'est de sortir de la boîte tout le temps. D'accord. En anglais, on dit think outside the box. Oui. Parce que le réflexe normal, c'est de nous mettre dans une boîte et de étiqueter l'autre. D'accord? Moi, ce que je dis, c'est de sortir constamment de la boîte et de constater que tout est possible.
c'est pas une pensée magique, c'est qu'en sortant de la boîte, on fait face à différentes réalités. Quand on m'a dit que c'était possible de travailler dans les médias, on m'a donné une information. Regarde les génériques. Oui. Tout est là. Puis j'ai pris des notes et je suis allée. Je suis allée et rendu là, je n'ai jamais vu ma couleur de peau. Moi, j'avais un objectif, c'était de me faire engager dans une boîte de production. J'ai jamais vu ma couleur de peau et j'en ai vécu. Hein. Oui. J'en ai vécu des injustices. J'ai vécu du racisme pur. Par exemple, lorsque je suis en communication, on travaille en événementiel. Okay? C'est-à-dire, on organise des événements, on organise des relations, on organise des événements de presse, des points de presse et des visionnements. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est déjà arrivé, ou bien je faisais de la recherche sur une émission, une série, et c'est arrivé que le producteur me regarde, juste avec le regard, hein, c'est toi qui t'occupes de ça? Est-ce que tu vas répondre aux attentes? Tu vois, ça, c'est du non-verbal, mais tu le vois. Effectivement. Donc, pour moi, c'est que j'avais pas de doute parce que tout était impeccable. Je copier-coller ce que mon collègue fait. Quand on dit colle-toi toujours au plus fort que soi, Oui. c'est vrai. Colle-toi à celui qui est plus fort que toi. Parce qu'il voit des choses où il fait des choses que toi, t'as pas encore vues. Il est bon. Donc, pour moi, je copie-colle ce que mon collègue, ma senior fait. Je copie-colle, je suis son ombre. Puis je me dis, c'est comme si, par exemple, j'avais une collègue, elle arrivait à avoir 15 journalistes à un point de presse, mais moi, je me donnais le défi d'en avoir 16. Oui, de toujours surpasser. Oui, mais même un point. Tu fais, t'as 5, essaie d'avoir 6, essaie d'avoir 5,2. Donc, personne ne peut te reprocher quoi que ce soit. Alors, pour moi, mon événement, c'est pas que je me mettais un gros poids sur les épaules, c'était, j'essayais toujours de me surpasser. Donc, quelque part, je rendais toujours la marchandise. Mm. Toujours la marchandise. Puis je sais que c'était comme après chaque événement où j'avais eu ce look, j'avais eu ce regard, à la fin, j'avais comme cette petite satisfaction en disant I got you. Tu comprends? Donc, c'est un défi. Moi, j'ai toujours pris ça comme étant un défi. Puis, quand je subissais vraiment l'injustice ou un racisme pur, ou quelqu'un m'a déjà dit, oh, on pourrait bien le donner, parce que j'ai fait un peu d'animation aussi, on pourrait bien le donner cette émission-là, mais on pense que la population n'est pas prête à ça. Ou on a déjà une autre personne de couleur dans l'émission. Donc, on peut pas l'emporter. Tu réponds quoi, justement? Tu as répondu quoi, justement, à ce genre d'injustice ou de commentaires? Moi, j'ai appris avec le temps, j'ai rien répondu parce que c'était absurde. Je voulais pas m'embarquer dans une discussion, un échange absurde. Tu vois? Donc, pour moi, OK, là, toi, ben, je m'en vais ailleurs. Je m'en vais ailleurs. Ou, je comprenais aussi à cette époque-là, c'est pas que j'ai abandonné l'idée, c'est que je me suis dit, OK, j'ai pas d'alliés, il n'y a pas d'alliés. Tu sais, mon tort pour m'aider, pas d'alliés, et Oui. je change d'environnement, je m'en vais à un autre environnement. Tu vois? Mais Je justement, crois pas qu'il faut être poussé. Oui, reconnaissez-moi, reconnaissez-moi. Non. Moi, je pense qu'il y a d'autres endroits où on peut te reconnaître. C'est là qu'il faut en tirer avantage. et est-ce que justement toutes ces difficultés, toutes ces injustices quand même assez lourdes et fortes durant tout ton parcours, c'est ce qui t'a emmené aujourd'hui à travailler spécifiquement sur la thématique de la construction et de la reconstruction identitaire dans le contexte de la communication? Exactement. C'est que je crois que de par notre passé, on a vécu un traumatisme, malheureusement, qui s'est perpétué de génération et de génération. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un éveil qui est en train de se produire. On commence à redécouvrir, oh mon Dieu, on a une vraie nature qui est magnifique. Et je crois que la culture noire prend sa place
aujourd'hui. Mais je pense aussi que ce qui est important, c'est qu'on la reconnaisse, cette culture, et qu'on l'accepte et qu'on l'exploite au maximum. Puis, je me suis rendu compte la fois où j'ai entamé le processus d'avoir les cheveux naturels, pour revenir à ça, d'avoir les cheveux crépus naturels. Croyez-le ou pas, la première fois qu'on m'a dit waouh, tes cheveux sont magnifiques, c'était même pas par des membres de ma communauté. C'était des gens qui ne sont pas haïtiens, qui sont même pas noirs, qui m'ont dit waouh, tes cheveux sont super. Et ils sont pas arrivés pour me toucher, pour dire c'est donc bien étrange, pas du tout. C'était wow, you glow, il y a quelque chose je pense que aussi ça venait avec le fait que pour une fois, je me suis dit voici ce que je suis, je l'accepte à 100%, c'est ça que vous allez devoir voir. C'est ça que vous allez devoir composer avec ça. Et je pense que lorsque on arrive à un point à se dire, ça y est, voici tout ce que je peux offrir, et ça, je pense que les compagnies commencent à s'en rendre compte de plus en plus. Et je pense que dans le milieu média, avoir des idées nouvelles, parce que moi, quand je participe à des réunions de production, ou lorsque je participe même avec des réunions avec des chefs de contenu, avec des producteurs, et maintenant, il y a une curiosité, ils vont dire, ah, à quoi tu penses, toi? Comment tu vois ça? Donc, le point de vue Parce de l'autre. Oui, parce qu'on fait plus référence à moi, ma mère va se reconnaître. Par exemple, souvent, ce que je reprochais, c'était, ils faisaient toujours référence à des exemples personnels, mais du milieu, de leur propre milieu. C'est-à-dire, ma mère, mon oncle, quand mon père, mon oncle, il n'aimerait pas tant que ça, cette émission-là. Je vois pas mon... Mais là, à un moment donné, c'est que, oui, c'est beau, mais il y a d'autres points de vue, il y a d'autres personnes, il y a d'autres types de personnes. On vient pas tous de la même région. Puis la multiplication de toutes ces pensées-là différentes, ça enrichit le produit. Ça enrichit aussi la stratégie de communication, ça enrichit le marketing. Effectivement. Et aujourd'hui, si on regarde ton parcours marqué d'excellence, félicitations d'ailleurs pour ça. On est très content de toutes les réalisations que tu as pu accomplir. Pas sans peine, bien entendu, tu l'as mentionné, tu as dû travailler 2 fois plus, tu parlais de 400 fois aussi, voire même plus. Quels ont été les autres défis auxquels tu as dû faire face durant ton parcours? Hormis toutes ces injustices-là. Mon défi, c'est d'arriver à prendre la parole pleinement. C'est-à-dire, ce que je suis, là, je peux t'apporter quelque chose. Ça a été ça mon défi. Parce qu'on ne se le cacherait pas, c'est un milieu qui est homogène. C'est un milieu qui est hermétique. Puis, j'ai fait l'erreur au début de ma carrière, c'était l'erreur, mais c'était le réflexe que j'avais, d'essayer de me fondre dans cette homogénéité. De dire, moi, je suis comme vous autres. Donc, je parle comme vous, je pense comme vous, j'agis comme vous. Puis, malheureusement, comme à un moment donné, on me mettait en pleine figure, t'es haïtienne, t'es noire, mais c'était toujours dans le folklorique. Tu vois, des fois, on pouvait sortir une petite phrase à la créole, puis on rentrait facilement dans le folklore et l'humour et le folklore. Juste pour dire, mais je suis comme vous autres, je suis comme vous autres, mais tu rentres dans l'humour. OK? Mais à un moment donné, j'ai dit non à ça. J'ai dit, quand tu me sors ça, non. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'avec toutes ces injustices-là que tu as vécues, est-ce que le fait, autant pour moi, d'être une femme a aussi joué dans tout ce qui s'est passé? Ah, absolument. Parce que dans le secteur des médias, pendant plusieurs années, les postes décisionnels étaient gérés par des hommes. Ensuite, il y a de plus en plus de femmes qui sont en position d'autorité dans le milieu de travail. Et je parle pas juste à Radio-Canada, je parle dans le milieu média. Il y a de plus en plus de femmes, mais c'est une catégorie de femmes. Okay, moi, j'arrive, la femme noire. C'est une catégorie de femmes.
j'ai jamais senti que j'étais pas acceptée parce que ça fait plusieurs longtemps que je l'en dis, mais j'ai toujours senti qu'il fallait que je fasse ma preuve les 3-5 premières minutes. Il fallait que je démontre que. Donc, j'ai appris avec le temps à ne pas mettre en position de dire, moi, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Moi, je vais vous montrer, je vais vous donner des idées. J'ai arrêté ça depuis plusieurs années. Tout ce que je sais, c'est que je crois beaucoup aux gens qui... Les introvertis nous apprennent beaucoup. Parce que les introvertis sont des grands observateurs. C'est aussi souvent des doers. Des gens là, qui sont très dans l'action et qui font les choses. Alors moi, j'ai appris à faire you watch me. Watch me. Tout simplement. C'est-à-dire, je te parle pas, je te dis les affaires, puis je livre la marchandise de ce qu'on nous demande avec un petit plus à côté. Un petit plus, une petite étoile, tu sais, je mets un petit sticker. Et moi, je pense que c'est comme ça que tu arrives à faire ta marque sans même te parler, crier. Et je suis pour aussi ceux et celles qui sont... J'ai été militante, hein, donc j'ai juste passé le flambeau à d'autres. Mais je pense que j'ai juste transformé mon militantisme en autre chose. Ce que j'ai toujours le goût de dire aux jeunes, c'est de ne pas stagner. Oui, quand il y a une injustice, c'est une injustice, prenez des... Jouer, il faut connaître les règles, il faut connaître les lois. Faut jouer avec... Lorsque vous jouez aux échecs, il faut que tu connaisses les règles. Il faut que tu les connaisses tellement, tu maîtrises les règles. Là, tu es capable d'avancer tes pions de façon adroite et stratégique. Parle-nous un peu de tes passions. C'est qui Judith et ses passions? Okay, moi, j'ai toujours dit, il y a une forte chance que je meure avec de la nourriture dans la bouche. Pas étouffée, mais tu manges quelque chose de tellement bon que ton cœur arrête. C'est ce que je crois. Mais en fait, j'ai une passion pour la façon de fonctionner aussi. Parce que les Chinois sont très méticuleux, hein, sont très dans la précision. Puis, j'ai découvert ça en prenant des cours de Tai Chi, Qigong. Donc, Qigong, c'est vraiment pendant 3 ans, et j'ai une maître chinoise qui j'ai rencontré, elle avait 73 ans, elle ne dira jamais son âge, mais elle doit avoir 75 aujourd'hui, mais elle faisait la split. Wow. Ça me donne juste une idée. Je la trouvais en split, je la trouvais en flexion, sur le dos, en train de nous attendre. Donc, et j'ai appris la précision. Quand tu fais quelque chose, la précision. Puis, oui, la cuisine, par exemple, les dumplings. J'ai les meilleurs dumplings. Je me pose même plus de questions. La soupe wonton, je me suis intéressée aussi à... J'ai quand même pris des cours de mandarin. Mais, et parce que je voulais... Je me disais, on a tellement... L'Occident a tellement dit, tu parles chinois, ça veut dire que c'est incompréhensible. Oh, ça, c'est chinois, ça veut dire que... Ou la mauvaise conception, les restaurants chinois sont... Non, c'est parce que tu connais pas. Une fois que de l'intérieur, tu vois que eux, c'est pas eux qui vont cogner à la porte pour dire faites-moi une place dans les médias, faites-moi une... Non, ils font leurs médias. Ils font leurs choses. Ou ils vont pas cogner à la porte pour dire donnez-moi du financement, s'il vous plaît, j'ai besoin de faire des ventes et tout ça. Non, ils vont créer leur propre autofinancement. Ou ils sont toujours à la recherche du meilleur. Je crois qu'à un moment donné, il faut se concentrer sur nos propres forces, les exploiter au maximum, s'organiser. Et quand tu parles d'organisation aujourd'hui, c'est quoi pour toi l'organisation? C'est la relation que tu peux avoir, le networking. Moi, je crois au networking. C'est-à-dire, je me rappelle, j'ai passé un peu de temps avec une fille qui nous avait contactés par la boîte centrale de Radio-Canada. Elle dit, comment je fais pour faire parler de ce projet-là à telle émission? Mais elle n'avait pas posé la question, c'était, oui, j'aimerais ça, parce qu'elle était passée par un mauvais endroit. Puis, j'ai pris la liberté de l'appeler par téléphone. Et je lui ai dit, non, cette voie-là est pas bonne. Pour ça, voici telle voie que tu peux emprunter. Donc, je lui ai refilé le truc que Magnus Isaacson m'avait refilé. Regarde les génériques, choisis ton émission, regarde les génériques. Tu vois? Et ça lui a permis d'aller d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Et ça, ce mentorat, on n'en a pas.
des mentorats, c'est-à-dire dans n'importe quel milieu. N'importe quel milieu. Vous savez que l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'été, par exemple, ils offraient, là, à cause de la COVID, ça doit changer, ils offrent des stages aux jeunes de 15 ans pour être en contact avec des facultés et des métiers. Mais c'est pas sûr. Il a fallu que je le sache parce que je connaissais un professeur, une amie qui enseignait ou son ex enseigne à l'université qui a dit oui, j'inscris mon enfant là. Pourquoi on ne sait pas? Non, ils font pas de tout pour ça. Effectivement. D'être en lien avec des gens de milieu. Si tu veux être ingénieur, dès 8 ans, faut que quelqu'un t'emmène. Mettons, tu dis, oh, moi, j'aimerais ça être ingénieur, je sais pas. C'est n'importe quoi, hein, ça peut être un chef cuisinier. Emmène-le dans une cuisine d'hôtel, 5 étoiles, je sais pas. Il faut que cet enfant-là soit en contact avec la cuisine 5 étoiles. Malheureusement, on arrive à la fin de cette très, 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 très belle entrevue avec tous ces sujets aussi passionnants les uns et les autres que tu as abordés, les injustices, ta passion pour la communication, tes autres passions. Tu as parlé tout à l'heure, en finale, de la question de mentorat. Ça nous emmène à ce qu'on appelle, nous maintenant, la minute signature, qui est une minute où tu nous partages une phrase d'inspiration, de motivation pour toutes les personnes qui nous regardent à la fois ici à Montréal, dans tout le Canada, en Afrique, en Europe et partout dans toutes les régions du monde. Pour l'experte en communication qui est Judith, qu'est-ce que tu veux partager avec toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Moi, je pense que, en fait, ce que je veux partager avec les plus jeunes ou même avec les gens de tout âge, c'est d'aborder tout comme étant une occasion, un défi, et non pas un obstacle ou une injustice. C'est une occasion et un défi. Puis aujourd'hui, pour moi, lorsque je me lève le matin, je me dis toujours c'est une journée qui est neuve, c'est une journée nouvelle. En anglais, today is a new day. Donc, la journée qui est passée, je suis allée au maximum de ce que j'étais capable d'offrir. Puis, j'ai oublié, hein. Moi, je l'ai complètement oublié. Le matin, lorsque je me lève, puis moi, j'ai un rituel aussi le matin, là, je ne cacherai pas. Je me lève le matin et je restarte ma journée. Je fais un reset. Un reset. Donc, je me lève et c'est une nouvelle journée. Qu'est-ce qui m'attend? Et je me dis toujours, aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. Toujours. Je me lève, j'ouvre les yeux. Ah, aujourd'hui, c'est la plus belle journée de ma vie. Écoute, Judith, on pourrait pas mieux finir avec ce mot, surtout avec les temps qu'on vit aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment d'à propos. Donc, merci infiniment pour ton partage. Je suis convaincu qu'il va y avoir plusieurs qui vont être inspirés par tes mots, par ton partage, par ton parcours. Et donc, merci infiniment pour tout ça. Ça m'a fait plaisir et merci de l'invitation. Je salue tout le monde. Donc, et je me dis, la COVID, c'est une chose, mais vous savez, la COVID, c'est aussi une expérience. Oui. Hein, puis, il faut en bénéficier. Effectivement, c'est toute une expérience, on doit le dire. Effectivement. C'est un jour à la fois, puis on sait qu'on va passer à travers. Donc, merci encore pour l'échange. Maxime? Merci. Maxime, toujours un plaisir d'échanger avec toi. Partagé. Merci, Jeff. Merci infiniment, Judith, pour ton partage. Donc, merci beaucoup. Je vais également remercier tous ceux qui nous écoutent. Comme Maxime le dit toujours, partout dans le monde. On est à Montréal, en Afrique, en Europe. Partout où vous êtes, on est là pour vous. On fait ça pour vous. Donc, merci encore pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre. Je vous encourage à nous suivre sur toutes nos plateformes. On parle d'ici de LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également suivre notre hashtag qui est le 23+1 podcast. Donc, encore une fois, merci à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du 23+1 podcast. Merci, à bientôt.